Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Femmes au pluriel et aussi ravie de recevoir une invitée, l'invitée d'aujourd'hui de Femmes au pluriel de ce jour est Madame Amrani Mariam Aïzaï el-Mouchahidine, Azizati el-Mouchahidat. Je suis très heureuse de vous retrouver. يسعدني أن أتقبل الأخت مريم أمراني. Alors Mariam Amrani est responsable de l'ASBL d'Akira. Elle est aussi conseillère communale à Saint-Gilles et coordinatrice des projets et des programmes de cohésion sociale à Saint-Gilles. Et le dernier qui naît, c'est Ensemble pour 1060. Mais avant de parler de tout ça et de tout ce programme et de l'ASBL que vous avez créé il y a une dizaine d'années, qui est d'Akira, peut-être quelques mots sur votre parcours, Mariam. Ben, disons que moi j'ai grandi à Bruxelles, pas très loin d'ici, hein, pas très loin de vos locaux à Forêt, donc une commune bruxelloise. Voilà, j'ai passé mon adolescence. Je me suis beaucoup investie dans la vie associative bruxelloise, d'abord à Forêt, juste un peu après les émeutes de mai 91. Et puis plus largement ensuite dans mon parcours universitaire, on a participé à la fondation du Cercle des étudiants arabo-européens notamment. Et puis je me suis impliquée dans l'association Jeunesse Maghrébine. Et puis il y a eu la commémoration des 40 ans de l'immigration marocaine. Et sur les ASBL informels comme Devoir de mémoire. Devoir de mémoire, qui avait abordé la question de l'autre Maroc, des droits fondamentaux au Maroc, et notamment aussi de tout le projet autour du projet de loi de Moudouana, de réforme du code du statut personnel aussi. Donc beaucoup d'investissements dans la vie associative et militante bruxelloise pendant presque 20 ans aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, ça c'est votre parcours. Et puis un jour, vous vous y mettez à la politique. Hein, c'est d'ailleurs vos études. Hein, vous êtes licenciée en sciences politiques. Oui, la politique est venue après. Ça d'abord, mon engagement politique au sens premier du terme, ça a d'abord été un engagement citoyen, un engagement associatif. Et effectivement, pour pouvoir avoir davantage de leviers, pour pouvoir davantage influer sur la décision politique, la nécessité de m'engager politiquement s'est exprimée, hein, c'était nécessaire. Et donc oui, effectivement, ça a été un cheminement assez naturel de m'engager politiquement. Et donc effectivement, depuis 2012, j'ai la chance d'occuper la fonction de conseillère communale à Saint-Gilles, puisque je suis Saint-Gilloise depuis un certain nombre d'années maintenant. Voilà, d'accord. Alors un jour, vous créez d'Akira. Voilà, racontez-nous un petit peu. Bien, d'Akira, en fait, c'est effectivement un projet qui est né en 2003. Mais qui est né à la suite d'un événement majeur qui a bouleversé, me semble-t-il, beaucoup de monde, mais aussi l'ordre du monde, que sont les attentats du 11 septembre. Et donc on était 4 amies, 4 copines, 4 jeunes femmes, bruxelloises, mais d'origine maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne. Et on se disait, tiens, on ressentait de façon intuitive que ces attentats allaient avoir des incidences sur notre vivre ensemble ici même en Europe et sur les relations entre le monde musulman et le monde occidental. Et on savait que qu'il y allait avoir un avant et un après 11 septembre. Alors on avait envie de s'impliquer, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Ce qui nous avait profondément bouleversés et interpellés, c'est que ces attentats avaient trouvé une forme de légitimité au travers d'une certaine interprétation du Coran. C'est au nom de l'islam que ces gens ont perpétré des attentats. Et nous, ça nous avait profondément heurtés, bouleversés, puisque jusqu'ici, on n'avait jamais perçu ce degré de violence dans ce que nous définissions être notre héritage et culturel et cultuel. Et justement, on va faire le parallèle avec ce qui se passe maintenant. Donc, quelques années plus tard, on se retrouve dans la même situation et vous créez un programme et une formation pour justement répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Mariam? Est-ce que ces 10 années de création d'Akira et d'événements, et l'organisation aussi bien de formations que de conférences sur la question de l'islam, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait, les activités que vous avez menées et quel est le résultat?
Disons que c'était une aventure d'abord humaine et intellectuelle. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un moment fondateur qui est celui de se dire comment est-ce qu'on peut nous agir pour changer les choses. En tout cas, essayer de faire que les plus jeunes, nos enfants, nos frères, nos sœurs puissent être éduqués et être formés à cette question du fait religieux, de l'islam, sans basculer dans la violence. Donc, on n'avait pas encore à ce moment-là d'idées précises et donc on a été rencontrés. Ce que nous définissions des personnes, des expertes. Donc on a lu, on a beaucoup lu, on s'est renseigné et puis on a été frappé à des portes, on a envoyé des mails pour rencontrer des personnes. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, on a organisé des conférences, des séminaires, notamment avec Ghaleb Benchir, Fouad Laroui, Rachid Benzine, et puis effectivement on a eu l'immense honneur d'accueillir Mohamed Harkoun. Donc voilà, donc on a eu cette chance en tout cas on s'en est donné les moyens d'aller chercher de l'information, de lire, d'essayer de comprendre ce qui se jouait, d'aller rencontrer effectivement des historiens, des islamologues, des philosophes, des théologiens et de pouvoir interroger cette question de l'islam sous ses versants. Donc mettre en lumière, c'était ça le but Oui, c'est ça, essayer de comprendre. En fait, l'idée ici, c'était de pouvoir sortir des certitudes, des évidences, des discours qu'on entendait souvent au nom de l'islam, sortir des polémiques aussi. Dès qu'il était question d'islam, on était d'office dans des débats passionnels, dans des polémiques souvent stériles, souvent dans des logiques binaires. Donc il y avait un camp, il fallait très vite choisir son camp. On était avec, on était contre, ou contre, et on l'est encore aujourd'hui. Ces débats continuent à perdurer. Donc l'idée, nous, c'était justement de sortir de ça et d'investir plutôt un champ, un espace de réflexion, un espace d'analyse, un espace de dialogue, que ce soit à destination de musulmans comme de non-musulmans. Donc, puisque notre association, d'emblée, on s'est voulu pluraliste. Alors évidemment, le nom de l'association s'appelle Dhakira. Dhakira en arabe, ça veut dire la mémoire. Parce que pour nous, c'est important de nous inscrire dans une filiation. L'idée aussi, puisque nous sommes des enfants d'immigration, la question de l'exil aussi est une question qui nous préoccupe. La question identitaire n'est jamais très loin. Et donc, il faut pouvoir aller retrouver son passé pour pouvoir avancer de l'avant. Alors l'idée, c'est pas d'aller vers le passé et de l'encenser, d'être dans une vision utopiste, voilà, du passé. Mais aussi, mais essayer de comprendre ce qui s'est joué, de pouvoir poser des questions, toutes les questions, sans se censurer, sans sentir une espèce de chape de plomb qui voudrait qu'il y aurait des questions qu'on ne pourrait pas poser. Et donc là, en l'occurrence, on a souhaité créer cet espace de réflexion et être entouré d'experts scientifiques, de gens qui avaient produit une analyse, une expertise sur cette question. Et ça s'adressait à un public bien spécifique, c'était aussi des jeunes, des personnes ou des travailleurs sociaux, ou bien des personnes qui étaient en relation avec des jeunes. Tout à fait. Donc l'idée, c'était vraiment de destiner ces rencontres, ces débats, ces échanges, aussi bien à des intervenants sociaux, des animateurs, des éducateurs, des responsables d'associations, etc., qui sont au plus près du terrain, des enseignants, mais aussi, j'ai presque envie de dire, au commun des mortels, à tout qui avait envie de s'intéresser à cet univers qu'est le monde musulman et la question du fait religieux aujourd'hui, et qui se pose des questions et qui a envie de les poser et de réfléchir autour de ça. Donc toute personne qui a envie simplement d'être dans cette posture de l'analyse, de la réflexion et de sortir du champ de la polémique était bien entendu bienvenue, et l'est toujours d'ailleurs. Et quel était le résultat de ces séminaires? Eh bien, honnêtement, je pense qu'on a d'abord, nous, à titre personnel, vraiment évolué dans notre réflexion, dans notre savoir aussi par rapport à cette approche du fait religieux. On a eu la chance aussi de pouvoir travailler avec un centre de recherche qui est dirigé par Firouzen Avandi, qui est sociologue de formation et qui est notamment spécialiste de l'islam iranien, enfin de toute la région, voilà, elle est d'origine iranienne et elle a beaucoup travaillé sur l'Asie musulmane non arabe. Et donc c'est aussi de pouvoir aborder cette question de l'islam
aussi sur ces enjeux géostratégiques, sur les rapports nord-sud, sur les enjeux économiques, et pas simplement sur le rapport au texte qu'on peut entretenir. Donc oui, on a pendant près de 10 ans rencontré une série d'experts, de chercheurs, ça nous a beaucoup nourris, et on a aussi beaucoup débattu entre nous, et je pense que pour beaucoup de participants qui ont eu l'opportunité d'assister à nos rencontres, ça a permis d'ouvrir une question, de cheminer sur un plan tant personnel qu'intellectuel. Je pense notamment aussi à des personnes, je le disais tout à l'heure, des non-musulmans qui sont confrontés ou qui découvrent l'islam avec des musulmans, leur entourage, un enfant qui épouse une personne de confession musulmane et qui tout d'un coup découvre un univers et qui se pose plein de questions. Un enseignant qui a dans sa classe plein de personnes qui sont de culture ou de confession musulmane et qui aussi se posent plein de questions. Donc, en tout cas, l'intérêt de ces rencontres, c'est justement de créer du lien, de dépassionnaliser les questions et d'investir le champ de la réflexion. C'est vraiment ça. Créer du lien parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, je pense que c'est important de créer des ponts, de se mettre d'accord vraiment sur des valeurs communes. Et le souci aujourd'hui avec ce qui s'est produit, c'est que la peur gagne du terrain. Et quand la peur gagne du terrain, malheureusement, la raison n'est plus là. Et donc, pour nous, c'est important de vraiment donner un chemin vers des dérives tout à fait, de part et d'autre. De part et d'autre, des dérives radicales, aussi bien du côté de l'islam radical et djihadiste, etc., que du côté de la montée en puissance du racisme anti-musulman, du rejet de nos institutions, etc. Donc, il y a plus de 10 ans, vous êtes presque précurseur en matière de mettre en lumière un islam, on ne va pas dire progressiste, vous avez voulu mettre en lumière la question de l'islam au centre de vos séminaires. On est, comme je viens de le dire, quelques années plus tard et les mêmes questions se posent, Myriam. Oui, mais elles se Comment posent vous avec... expliquez ça? Quelque part, nos intuitions de l'époque se sont avérées vraies. Malheureusement. Malheureusement. Je pense qu'on a peut-être été précurseurs dans le sens où, du fait de notre ambivalence culturelle, du fait de notre présence sur le terrain, du fait d'être nous-mêmes, de par nos trajectoires, avoir été confrontés à certains moments à des prédicateurs, à des discours assez radicaux, assez violents, à l'encontre des femmes notamment, ça a éveillé quelque chose chez nous mais c'est pas possible, ça ne correspond pas à l'éducation religieuse que nous avons reçue. Ce discours-là est un discours qui prône d'autres choses. Et donc on a pris conscience, et on l'a découvert fort des recherches que nous avons entreprises, que là on était dans de l'idéologie. On n'était plus dans de la spiritualité ou simplement de la croyance. On était dans une forme d'idéologie et donc dans du politique. Et donc pour nous c'était... Donc et là vous pensez qu'il faut vraiment différencier, distinguer ces deux pôles. Je pense que c'est important aujourd'hui et je pense qu'on en prend davantage conscience aujourd'hui. Nous l'évoquions à l'époque et ça se confirme encore aujourd'hui puisqu'il y a un cran supplémentaire qui est passé. Donc on a là maintenant, on tue au nom d'une certaine vision que l'on peut avoir de l'islam, on tue au nom de Dieu. Donc je pense que là on arrivait au summum de l'horreur. Et donc oui, on est clairement dans une approche idéologique du religieux, dans une instrumentalisation du religieux. Et donc il importe d'être aujourd'hui, de pouvoir créer des lieux ou des espaces où on puisse faire preuve de pédagogie pour lutter contre l'idéologie. L'idéologie djihadiste, mais l'idéologie aussi d'extrême droite, comme je vous le disais, parce que les peurs se nourrissent. Et donc il faut aussi faire preuve de pédagogie pour déconstruire ces idéologies, qu'elles soient djihadistes ou d'extrême droite. C'est ce que vous allez tenter de faire, en tout cas. Mais peut-être juste avant, nous expliquer quelle est votre lecture de ce phénomène que nous connaissons maintenant, de ces jeunes, il y en a des centaines, qui sont partis combattre en Syrie, revenir ici
et combattre dans leur société, là où ils ont grandi. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Je pense que c'est un phénomène extrêmement complexe et qui en fait, qui a trait avec différentes dimensions. Il y a effectivement la dimension religieuse de comment on interprète un texte, quel est le rapport qu'on entretient avec le texte, avec le Coran en l'occurrence, qu'est-ce qu'on lui fait dire. Et donc ça, c'est une dimension, la dimension religieuse, de l'interprétation qu'on fait du texte et de comment on va légitimer des actions ou des actes sous prétexte que l'un ou l'autre verset a par essence des dimensions de violence. Donc là, il y a un gros enjeu d'explication, de pédagogie, encore une fois, de pourquoi ces versets, dans quelles circonstances, dans quel contexte. Il faut absolument les contextualiser. L'autre dimension et l'autre variable, c'est quand même une variable sociale, économique, on l'a évoqué. On a effectivement beaucoup de jeunes qui ont le sentiment de ne pas avoir leur place dans cette société. Quand on voit le taux de chômage grandissant de nos jeunes en région bruxelloise, on a de quoi s'inquiéter, et pas simplement à Bruxelles. Je pense que dans beaucoup de pays européens et dans le monde musulman aussi, la question de la place faite à la jeunesse est une question qui se pose à nos sociétés. Et donc, est-ce qu'on est prêt à laisser comme place à une jeunesse qui ne demande qu'à prendre une place? Donc là, il y a un enjeu socio-économique, mais on a vu aussi que des jeunes qui étaient dans de bons contextes socio-économiques avaient aussi décidé de partir et de rejoindre les combattants en Syrie, etc., et Daesh. Donc là, encore une fois, là, ça ne suffit pas. C'est une importation peut-être de c'est ça, encore une fois, conflits. C'est ça. Et donc là, il y a une autre dimension, et je pense que en ce qui nous concerne, c'est vraiment cette dimension-là qui, de mon point de vue, est trop malheureusement sous-estimée. C'est une dimension politique. Je pense que nos jeunes, et moins jeunes, puisqu'il n'y a pas que des jeunes, mais bon, il y a une grande proportion de jeunes, sont portés par une conviction politique de justice sociale. Et le sentiment que beaucoup éprouvent, c'est qu'aujourd'hui, dans les choix géopolitiques qui ont été pris, il y a une forme d'injustice. On parlait du 11 septembre tout à l'heure, 2001. La suite du 11 septembre, ça a été l'invasion de l'Irak, ça a été le fait de déstabiliser toute une série de pays, la Libye, et donc plus récemment la Syrie. Voilà, il y a un sentiment d'injustice qui est là très très fort, et quelque part, ce projet djihadiste incarne une forme d'alternative, de discours alternatif dans lequel on a l'impression de recouvrer une puissance, de recouvrer une place, là où dans nos sociétés au quotidien, on a l'impression de ne plus avoir vraiment de puissance. Ce que je dis très souvent, c'est que malheureusement, les structures qui, par définition, dans nos sociétés démocratiques, doivent pouvoir porter un contre-discours, comme les syndicats, les associations, sont aujourd'hui de plus en plus malmenées. Les syndicats sont plus identifiés par nos jeunes comme des lieux de service, ou pour avoir accès à ces allocations de chômage, etc. On ne voit pas du tout le syndicat comme un espace de défense des droits des travailleurs, puisque beaucoup n'ont même pas de travail. Même chose du côté des associations. On a de plus en plus une approche une logique de service, où je vais dans une association pour avoir une aide aux devoirs, pour rechercher un logement, etc. Ou bien d'occuper le temps. Voilà, c'est ça, ou de loisirs, mais il n'y a plus cette dimension d'éducation populaire, de citoyenneté, de pouvoir avoir une réflexion sur le monde avec un apprentissage. Ce temps-là n'est plus pris, et parce que, évidemment, ces structures ont été fortement malmenées. Depuis près maintenant de 50 ans, on est dans un contexte néolibéral, il faut dire les choses, et ce contexte-là fragilise y compris nos sociétés démocratiques et les organes qui ont pour mission cette mission de contre-pouvoir quelque part. Alors, vous faites votre analyse et, comme je disais, 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, vous vous retrouvez à penser comment réagir aux attentats, comment réagir à ce phénomène de jeunes qui se radicalisent, qui prennent le costume de djihadistes. Et vous y réfléchissez avec vos amis, donc les personnes, les fondatrices d'Akira.
Quel est le programme que vous avez envie de... Mais donc depuis un an, sur on a mis en place un dispositif d'éducation au vivre ensemble. Donc c'est un mot très très large et très très bateau. Mais l'idée, c'est que ce dispositif doit vraiment être destiné à quasi tous les citoyens bruxellois. Et il se décline en 3 axes. Il y a effectivement un volet de formation pour les intervenants sociaux et éducatifs, des enseignants, des animateurs socioculturels, des éducateurs, des psychologues. Il y a une forte demande parce que beaucoup ne connaissent pas ce phénomène-là, ne font pas la différence entre idéologie et spiritualité, religion, ne font pas la différence entre islam, islamisme, djihadisme. Donc il faut mettre de la pédagogie, il faut vraiment... donc on n'a pas changé de fusil d'épaule en 10 ans, si vous me permettez l'expression. On reste convaincu qu'il faut faire davantage de pédagogie. Donc de la formation à destination d'intervenants sociaux et éducatifs, de la sensibilisation à l'attention des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans et des rencontres débats tout public. On en a organisé une à l'Espace Mag au mois d'octobre dernier. On envisage d'en organiser encore d'autres dans le semestre qui vient. Donc voilà, donc de continuer à installer des espaces de dialogue, de rencontres, débats pour faire émerger une parole et surtout aussi prendre ce temps de la discussion parce qu'il y a énormément de dommages collatéraux. Alors oui, il y a des jeunes qui partent, mais il y a aussi des gens qui vivent ici. Il y a des familles qui restent. Et il y a le poids de la culpabilité. Il y a le poids de la culpabilité aussi d'intervenants sociaux ou d'enseignants qui se disent « nous, on n'a rien vu, on n'a pas vu venir ». C'est un malaise. Voilà, il y a un malaise et je pense que voilà, notre action, elle est ici et maintenant. L'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner tant les citoyens que les intervenants sociaux, les professionnels dans leur mission d'accompagnement et d'aide sociale et de donner, de mettre en liaison les citoyens, les intervenants sociaux avec des experts de milieux académiques qui ont pris le temps de l'analyse, de la réflexion et de pouvoir partager ça. Et donc dans nos formations, on est vraiment dans des formations très interactives, très dynamiques. C'est pas l'expert qui vient avec son beau costume et qui vient déposer sa science et on vient l'écouter. Non, il y a vraiment des échanges, des interactions. Les experts se font bousculer parce qu'eux-mêmes bousculent parfois. Oui, c'est des grands experts. Pardon, donc rappelez-nous un petit peu les experts que vous avez invités pour donc cette formation. Pour cette formation, islam, islamisme, djihadisme, des clés pour comprendre les enjeux. Nous avons Firouzen Avandi qui a introduit le cycle en donnant vraiment les éléments de précision. Qu'est-ce qu'on entend par islam, qu'est-ce qu'on entend par islamisme, qu'est-ce qu'on entend par djihadisme. Pour justement, etc. Voilà, donc, etc. Poser les balises, les définitions, des cadres historiques, des contextes, etc. Pour qu'on puisse un peu s'y retrouver. Ensuite, on a effectivement une autre chercheuse qui elle est doctorante et qui ne va pas tarder à finir son doctorat, qui s'appelle Tasnim But et qui elle travaille notamment sur le Pakistan et qui elle intervient ici dans le cadre de cette formation, sur les origines de l'islam radical. Et donc elle explique l'histoire du djihadisme, parce que c'est une réalité éminemment contemporaine, liée à des enjeux géopolitiques, le conflit en Afghanistan. Donc elle explique tout ça. Donc le djihadisme a 60 ans, elle l'explique. Mais il a aussi une assise doctrinale. Il a été pensé par des penseurs. Donc là, ça aussi, elle l'explique. Et puis nous avons Didier Leroy, qui lui est spécialiste notamment du Hezbollah et du Liban. Là, en l'occurrence, lui intervient pour expliquer le phénomène Daesh. Donc sous ces versants... Qui est Daesh? Qui est Daesh? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? D'où est-ce qu'il sort? C'est quoi ce prétendu État islamique? Qu'est-ce qu'il a d'islamique? Et en quoi est-ce que c'est vraiment un État? On pose vraiment toutes les questions. Et puis aussi tous ces enjeux géopolitiques. Sa localisation n'est pas neutre. Le fait de s'être installé là, dans cette région-là, n'est pas le fruit du hasard. Donc tout ceci nous l'explique. Et enfin, nous avons Samira
Ramgar, qui lui est plutôt un spécialiste de ce qu'on appelle l'islam militant, donc des frères musulmans, du salafisme, et qui lui nous explique les processus de radicalisation. Essayer de comprendre ce qu'on entend par processus de radicalisation et qu'est-ce qu'on entend par radicalisme. Parce qu'évidemment, du radicalisme, il y en a toujours eu. Nos sociétés sont pétries de radicalisme. Mais quelle est la nuance entre le radicalisme et le radicalisme violent et quelle est, encore une fois, son assise doctrinale, ses références, ses penseurs. Il y a eu des penseurs qui ont pensé ce djihadisme. Ça peut s'adresser à des parents, des mamans donc, qui ne comprennent pas. Tout à fait. Donc nos formations au départ, vraiment en priorité, s'adressent à des intervenants sociaux. Mais évidemment, on se rend bien compte que la demande aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé le 22 mars dernier à Bruxelles, la demande de compréhension est de plus en plus forte. Et donc notre objectif, c'est aussi de faire preuve de plus grande pédagogie, parce qu'il y a des prérequis, il y a des choses... Et donc, on s'appuie vraiment sur une méthodologie d'éducation populaire, où on prend le temps de questionner, d'interroger les participants. Et puis, si les participants, s'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, qu'ils osent les poser. Je le disais tout à l'heure, c'est un espace où il y a de la place pour des questions. Et donc là, en l'occurrence, il y a des demandes d'associations pour organiser des formations pour des parents, pour des jeunes, sur ce module-là de faire la différence entre islam, islamisme et djihadisme. On est vraiment à la disposition de tout qui le souhaiterait. Et voilà, je pense que c'est un enjeu de société aujourd'hui. Et notre choix, c'est de faire de la pédagogie et d'arrêter de faire de l'idéologie, mais de faire plutôt de la pédagogie et d'être aux côtés des gens, là où ils se trouvent, et pour pouvoir sortir de ce sentiment d'impuissance. Je pense qu'il n'y a rien de pire face à la terreur, de tout d'un coup se dire, voilà, on subit et on ne peut rien faire. Non, l'idée, je pense que là, on peut faire tous ensemble. Quelque chose. Oui. Alors, les personnes visées, c'est quand même, comme on dit, les jeunes qui sont... Alors, est-ce qu'il y a une interpellation directe avec ces jeunes-là? Est-ce que vous les invitez aussi à ce... Alors, honnêtement, moi, des jeunes radicalisés, qui ont décidé de partir, je n'en ai jamais rencontré. Je n'ai pas rencontré de jeunes qui sont revenus de Syrie ou des choses comme ça. Nous, notre action, c'est une action préventive, de prévention en amont. Je pense que travailler sur l'après, ça nécessite de déconstruire toute une série de représentations, de convictions, une vision du monde. Et ça, c'est un autre type de travail. Il y a aujourd'hui des projets qui sont à l'œuvre parce que les pouvoirs publics ont pris la mesure de l'enjeu. On a des projets de création de centres, d'accompagnement et d'aide aux familles, aux proches, voire aux personnes elles-mêmes. Quel genre d'aide Bien, je sais que du côté de tout ce qui est ministère, de tout ce qui est maison de justice, du côté de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc tout ce qui est direction générale des maisons de justice, il y a le projet de créer un centre d'aide et d'accompagnement pour justement accompagner les familles, les personnes. Donc il y aurait un numéro de téléphone qu'on pourrait appeler pour témoigner d'une situation, comme donc, un accompagnement. Son enfant, tout à fait. Une fréquentation, un ami qui lui dit, par exemple, de se comporter de telle manière ou de telle manière, on pourrait l'interpeller. C'est ça. Donc il y aurait un numéro d'accueil, un numéro vert. Il y aurait aussi un service d'aide et d'accompagnement psychosocial. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de culpabilité dans le chef de beaucoup de familles, de personnes qui ont l'impression de ne pas avoir vu les choses venir. Et donc là, il y aurait la possibilité d'être accompagné, d'être entendu dans des démarches. Et puis, il y a aussi le projet de pouvoir faire quelque chose avec des jeunes qu'on identifierait comme étant des jeunes qui seraient susceptibles de recourir à la violence. Mais bon, voilà, ça c'est encore un grand débat. Je veux dire, comment on peut a priori déceler des choses, ça reste un vrai travail. Donc nous, là-dessus, on a beaucoup d'humilité. Et on est plutôt sur le registre de la prévention pour vraiment essayer d'anticiper et d'essayer de développer un sens critique. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est que ce qui s'est passé, et c'est ça qui nous a donné l'envie de nous investir dans ce champ-là, c'est que face à des prédicateurs, face à des personnes qui
se présentent comme des savants, qui se présentent avec un argument d'autorité et beaucoup de charisme. C'est des gens qui ont énormément de charisme, parce qu'ils maîtrisent l'arabe, parce qu'ils maîtrisent pour peu le français, parfois le néerlandais, enfin bref, ils ont une capacité d'entrer en communication, ils ont aussi une maîtrise aujourd'hui des outils multimédia, eh bien ils gagnent la confiance de notre jeunesse. Et donc ce qu'il faut, je pense, de plus en plus, c'est armer, outiller notre jeunesse sur un plan en développant son sens critique dans tout ce qui est éducation critique aux médias, éducation critique au discours idéologique. Qu'ils puissent reconnaître justement. Et qu'ils puissent se dire, oula, là il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu affaire à des prédicateurs et qui, eux, ont eu ce réflexe quasi de survie, de dire non mais ça va trop loin. Ok, je suis en colère parce que voilà, il y a de l'injustice sur le plan des rapports Nord-Sud, au Proche-Orient. Ok, je suis en colère parce que je ne trouve pas ma place dans cette société, mais je ne vais pas pour autant basculer, et je ne vais pas pour autant aller aussi loin dans la déshumanisation de l'autre. Donc, je pense que certains de nos jeunes, beaucoup de nos jeunes ont eu ce réflexe-là, mais je pense que beaucoup de jeunes sont très fragiles et ont besoin d'être outillés sur un plan d'analyse critique. Et l'école à elle seule ne suffit pas. Je crois que c'est une responsabilité. Avec ce programme, en tout cas, tel qu'il est. Il faut absolument, pour éveiller le sens critique de nos enfants, de notre jeunesse, c'est une responsabilité collective. Les enseignants doivent effectivement y contribuer, les associations sur le terrain, en développant vraiment des projets d'éducation populaire, essayer vraiment de continuer à promouvoir une citoyenneté active et responsable. Beaucoup le font et beaucoup de nos jeunes s'investissent dans des associations et ils trouvent du plaisir et s'épanouissent. Je crois qu'il faut aussi sortir de l'image caricaturale qu'on peut avoir aussi en disant « Ah, toutes les maisons de jeunes sont des lieux où on joue au ping-pong ». Non, il y a aussi des lieux de vie, des lieux de citoyenneté, des lieux d'échange, des lieux d'émergence de projets. Et donc ces lieux-là sont aussi des lieux de vie à investir. Et puis les familles, dans les familles, il faut parler dès le plus jeune âge, discuter, éveiller au sens critique, de dire, voilà, on ne peut pas légitimer la violence. Elle ne peut être légitime. On ne peut pas considérer, détenir, nous, la vérité au nom de... c'est pas possible. On vit dans un monde où voilà, d'autres ont d'autres croyances, d'autres visions du monde, et nous devons être capables d'entendre ça et de vivre ensemble. Et vous favorisez justement des rencontres avec l'autre dans vos programmes. Vous l'avez dit au début, mais dans ce programme tel qu'il est proposé, est-ce que vous mettez un accent sur le vivre ensemble avec l'autre? Tout à fait. Donc, par exemple, pour les animations et les sensibilisations à destination des jeunes, on aborde beaucoup la question des identités métissées. Et donc, on aborde cette question aussi des appartenances. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais me sentir plus ceci ou plus cela? Donc, effectivement, je peux me sentir appartenir, être musulman ou être marocain ou être jeune, etc. C'est pas pour autant que parce que je suis jeune, je suis pas capable de discuter avec quelqu'un de plus âgé. Ok, j'ai peut-être plus d'affinité avec un jeune a priori comme moi, mais en même temps, je peux avoir une rencontre qui va faire que tout d'un coup, je me dis « Ah tiens, cette personne plus âgée m'a appris quelque chose sur le monde que je ne soupçonnais pas, m'a fait partager une passion, m'a fait découvrir quelque chose. » Donc l'idée ici, c'est dans ce travail autour des identités métissées, autour de la déconstruction des stéréotypes, des amalgames qu'on peut avoir. Souvent, on a des jeunes qui identifient très vite les amalgames vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire que très vite c'est « Ah oui, mais eux, on voit bien, ils sont racistes, ils nous aiment pas, ils n'aiment pas... » Ils ne se rendent pas compte que parfois ils ont des phrases ou des comportements qui pourraient être perçus de cette manière-là en tout cas. Tout à fait, de pouvoir dire que c'est pas parce qu'on est victime du racisme qu'on ne peut pas être soi-même aussi auteur de propos ou d'actes racistes. Et donc le racisme, il n'a pas de frontières. Et donc c'est important d'être attentif aux mots que nous utilisons. Parce que la violence, elle commence d'abord dans les mots. C'est un discours où on va diminuer l'autre. On ne va pas lui reconnaître une place égale à la nôtre. Ça peut être la femme, ça peut être la personne de couleur, ça peut être la personne handicapée, ça peut être la personne qui a une autre orientation sexuelle que la mienne. Eh bien, je vais considérer qu'il n'a pas la même place que moi. Eh bien, cette logique-là,
elle s'immisce d'abord dans le discours, dans les mots, et puis un beau jour dans les regards, et puis à un moment donné, il peut avoir un passage à l'acte. Et donc d'où l'importance d'éveiller cette conscience-là et de discuter, de dialoguer, parce que la colère, il y en a. Dire qu'il n'y a pas de colère, oui, il y a de la colère. Et elle est légitime, la colère. Des frustrations. Des frustrations, un mal-être, voilà. Maintenant, il faut l'accompagner, il faut en discuter, il faut pouvoir dire que de cette colère peut naître quelque chose, peut naître de la créativité, peut naître... voilà, beaucoup ont vécu des situations qu'ils vivaient injustes, mais bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on reste en colère toute sa vie ou est-ce qu'à un moment donné, on essaie d'en faire quelque chose? Alors, effectivement, quand on est seul, c'est difficile. D'où l'enjeu de pouvoir travailler dans des champs comme le champ associatif, le champ culturel, le sport, pour se retrouver collectivement et essayer de faire que ces frustrations s'estompent et de reprendre... Un beau programme, Myriam. Alors, ça va se passer où? Est-ce que vous avez des lieux, des locaux? Alors, oui. Donc là, les formations à destination des intervenants sociaux et éducatifs se déroulent à l'Espace MAG. On a mis en place une collaboration avec ce centre. Nos locaux sont situés à la rue des Tanneurs, mais on peut effectivement, malheureusement, pas accueillir beaucoup de participants. Donc, finalement... L'Espace MAG... Rue du Poisson, au centre-ville, pas très loin de l'hôpital César de Pape. Voilà, pour être précise, rue du Poinçon, numéro 17. Donc on a mis en place une collaboration avec l'Espace MAG qui a été très enthousiaste à l'idée de nous accueillir et franchement on les remercie. Et puis pour ce qui est des rencontres débats, on va là où ça se passe. C'est-à-dire que si une association veut organiser une rencontre... Vous interpelle et... Voilà, on arrive, bonjour, c'est nous. Et on réfléchit ensemble avec les animateurs, avec les responsables de l'association, après à comment organiser la discussion avec des jeunes, des moins jeunes. Même chose pour les animations avec les jeunes, on se met à la disposition, on va là où ça se passe. L'idée, c'est que malheureusement, jusqu'ici, très souvent, quand on fait de la pédagogie, je disais tout à l'heure, de façon assez caricaturale, on a des experts et puis on écoute les experts et on se tait, et on ne pose pas trop de questions bêtes. Là, c'est tout l'inverse. Là, l'idée, c'est que les experts sortent de leur tour d'ivoire, je caricature, mais bon, voilà. Et de leurs livres, etc. Et qu'ils aillent se confronter aux discussions, aux échanges, aux questionnements. Et honnêtement, les experts qui jouent le jeu sont assez apprécient la démarche en disant « Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, c'est intéressant ce que vous dites là ». Et il y a un véritable échange et du respect. Parce qu'on considère aussi que l'expertise... elle peut être aussi dans une trajectoire de vie, dans un vécu, et de pouvoir se frotter à ça, c'est aussi important du point de vue des experts. Donc nous nous déplaçons. Donc si, Et comment on peut vous joindre et justement pour avoir... Voilà, alors pour le moment on a un site internet qui est en reconfection, on est en train de le confectionner parce que il faut le repenser. Mais on a une page Facebook. On est dans l'air du temps. Une page Facebook d'Akira, ASBL. Donc on peut nous contacter, nous trouver là-dessus. Et on a une adresse mail dakiraasbl@hotmail.com. Voilà. Je crois que Facebook est plus simple. Voilà, c'est facile. Facebook d'Akira, vous nous trouvez en un clic. Et alors on a le programme. Oui. On n'a pas dit. Peut-être juste rappeler les titres des ateliers, des différentes séances. Donc, il y a islam, islamisme, djihadisme, les clés pour comprendre les enjeux. Oui. Il y a une séance introduction et définition. Oui. Des concepts islam, comme je viens de le dire. Oui. Il y a une deuxième séance consacrée aux origines de l'islam radical. Oui. Et une troisième séance, c'est les processus de radicalisation. Oui. Et le phénomène, et ça c'est la quatrième séance, le phénomène Daesh, comprendre qui est Daesh et comprendre tout ça. Alors voilà. Et dire aussi que nos formations sont gratuites, les animations sont gratuites aussi. Voilà, on le dit. Malgré la rencontre de ces experts que vous donc avez. c'est vrai qu'on ne roule pas sur l'or. C'est pas parce que c'est gratuit, c'est pas parce qu'on roule sur l'or. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir engager davantage de formateurs et d'experts. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Jusqu'ici, on a fait le choix que les formations soient gratuites pour pouvoir donner l'occasion à tout le monde d'y participer, pour que ce ne soit pas un frein.
pour que l'accès au savoir soit possible. Donc voilà, donc ça aussi, ça peut aider des associations, des petites associations de quartier qui voudraient organiser des choses ou des parents qui voudraient se réunir et faire quelque chose. Voilà, ils peuvent nous contacter et voilà, c'est gratuit. On va pas, on ne marchandise pas. Là, en l'occurrence, le savoir. C'est gratuit aussi parce qu'on a le soutien de la région de Bruxelles-Capitale qui nous soutient pour partie dans le projet. Donc voilà, ça nous permet aussi de pouvoir offrir gratuitement ce type de service. Merci Myriam Amrani. Donc je rappelle, hein, vous êtes responsable auprès de l'ASBL d'Akira et vous avez mis avec les autres fondatrices de l'ASBL, et on fait un coucou d'ailleurs à Nadia et les autres, et Leïla et les autres. Chorok. Voilà, d'accord, Chorok, oui. On vous donne rendez-vous lors de ces séances. Il y en a une qui commence. La première, c'est. La première, c'est demain. C'est demain, donc voilà. À l'Espace Mag. Oui. Voilà, donc déjà, on peut se retrouver à quelle heure donc, à 9h. À 9h. Voilà. Donc, et voilà. Et puis, il y a les dates sur d'Akira Facebook. Hein, les dates des autres séances. Et puis, tout le programme que vous avez. Et si on se pose des questions sur ce sujet, si on vit aussi des malaises, hein, parce que ça aussi, je suppose qu'on vous rapporte ce genre de situation, des personnes, qui sont un petit peu mises, exclues ou renvoyées de boulot, renvoyées d'un logement. C'est ce que, sur le terrain social, en tout cas, c'est ce qu'on constate. Là aussi, il faudrait peut-être réfléchir à comment répondre à ce sentiment d'insécurité de part et d'autre. Tout à fait. Mais il y a un gros enjeu. Mais donc là-dessus, c'est avec mon autre casquette. C'est vrai que dans le cadre de la coordination des programmes de cohésion sociale, on a la chance d'identifier, d'être au contact d'associations de terrain qui travaillent en toute humilité et en toute discrétion et qui se précarisent de plus en plus. Et donc là, on a un tissu associatif à Bruxelles très très dense. Et donc oui, effectivement, si une personne a un souci en matière de logement, d'emploi, d'école, d'aide aux devoirs et des choses comme ça, qu'il n'hésite pas à nous contacter, on relaiera volontiers, vraiment, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. L'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Myriam, vous vous adressez à toutes les personnes qui nous regardent et vous dites ce que vous avez envie de leur passer comme message. Ce que je veux passer comme message, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit prendre sa part de responsabilité, essayer vraiment de prendre cette question à bras le corps et de prendre le temps de discuter, de dialoguer, de parler, de se parler. Prenons vraiment davantage le temps de nous parler, toutes et tous, y compris des questions qui fâchent, y compris des questions difficiles, mais essayer de trouver un espace qui soit serein, et d'être vraiment dans le vrai dialogue, dans la vraie discussion, et d'arrêter d'être dans de la prédication ou de l'idéologie. Moi, je pense qu'on va s'y perdre. Et on a besoin de sérénité, on a besoin de raisonner. On a besoin de penser et donc voilà. On a besoin de vivre ensemble, de pour vivre du vrai, ensemble. et pas seulement comme concept. Voilà, c'est ça. Pas les uns à côté des autres, mais vraiment de prendre le temps de se discuter. Et quand on vit ensemble, on se dispute aussi. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, dans une famille, on peut. Voilà, on se dispute. Donc disputons-nous, mais disputons-nous. Dans le respect de l'autre, de ce qu'il est. Et en fait, au final, on est tous humains, quoi. Donc voilà, prenons ce temps-là. Merci Myriam Amrani. Merci. Je rappelle, responsable de l'ASBL d'Akira, conseillère communale à Saint-Gilles et coordinatrice de projets et des programmes de cohésion sociale à Saint-Gilles. L'émission Femmes au pluriel touche à sa fin pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec d'autres invités pour une prochaine émission. D'ici là, soyez heureux et heureuses.